pour ce dernier cours de l'année. Donc a priori, ça devrait se poursuivre l'année prochaine. J'ai vu avec Monsieur Soulet. Et donc l'année prochaine, on déroulera bien la suite, c'est-à-dire le XXe siècle. Et on aura une tranche chronologique plus courte qui normalement devrait s'étendre de 1914 jusqu'à 1945. Et puis l'année suivante, normalement la dernière sur ce programme, donc exil et migration, on s'intéressera à la tranche chronologique 1945 jusqu'à nos jours. Voilà. Alors pour ce dernier cours, eh bien, je souhaitais reprendre au niveau donc de l'année 1889, puisque en cette année 1889 on avait vu notamment le code de la nationalité, et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté la dernière fois. Et là je souhaitais donc, je vais peut-être régler un peu le micro, je crois que le micro c'est pas comme d'habitude, non? C'est hein? Ouais. Il y a de l'écho. Là, il y en a moins. Non, c'est pareil. J'ai quand même le baissé peut-être un peu. Là, est-ce que c'est mieux là? Non, c'est pareil. Bon. Allez, on va essayer comme ça. Donc oui, j'ai intitulé ce dernier cours La France hostile, frontiérisation administrative et enjeux de catégorisation 1889-1914, puisque on va s'apercevoir, si vous voulez, dans cette période-là, qu'il y a un certain nombre de frontières qui vont apparaître à l'intérieur même, on va dire, du peuple français, qui vont être des frontières de papier et des frontières administratives. Juste un point, je pense que j'avais déjà dit, je reprends le titre France hostile à un universitaire palois qui s'appelle Laurent Dornel, qui a beaucoup travaillé sur la France du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, et qui a notamment travaillé dans sa thèse sur l'émergence de la xénophobie à la fin du XIXe siècle en France. Rappelez-vous ce que nous avons dit déjà sur les Italiens, par exemple à l'occasion des Vêpres marseillaises en 1881. On va voir aujourd'hui, avec d'autres événements, que cette xénophobie anti-italienne s'est développée. En cette fin du XIXe siècle, on pensait notamment à Aigues-Mortes. Je pense que ça, c'est un événement que vous connaissez peut-être. On va en reparler aujourd'hui. Mais après, il y a aussi d'autres éléments, je pense, dont on peut parler, notamment tout simplement le développement de l'identification des personnes à travers un personnage assez connu qui s'appelle Alphonse Bertillon, un docteur qui au départ est spécialisé dans les services d'identité judiciaire, mais les techniques qu'il utilise pour essayer de poursuivre les criminels récidivistes vont peu à peu se diffuser à d'autres catégories de population. Donc on va voir ça aujourd'hui aussi. Après, c'est pour ça aussi que je voulais commencer avec cette carte. Les enjeux de différenciation, de catégorisation s'inscrivent aussi dans un contexte qui est un contexte de colonisation, où il faut différencier colons et colonisés, et on le verra, c'est un contexte aussi de racialisation, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens. Bien, voilà pour cette première approche. Alors on va tout de suite avancer sur cette question justement de la racialisation. Sachez que là, je vous ai proposé donc une illustration qu'on aurait pu trouver dans un dictionnaire de l'époque, et même assez tardivement, jusqu'aux années 40, 50, 60, mais qui là se trouve dans un manuel scolaire publié en 1877. Alors c'est intéressant, regardez, ne serait-ce que sur, on va dire, la source, c'est intitulé le Tour de la France par deux enfants. C'est un manuel scolaire qui a été utilisé jusqu'aux années 60 en France. À l'origine, écrit par quelqu'un, vous voyez, qui se fait appeler G. Bruno. Alors, par référence au peintre italien Giordano Bruno, que vous connaissez sans doute,
Mais en fait, ce n'est pas un homme, c'est une femme qui a écrit ce livre, Augustine Fouillé, et ça c'est son nom en fait d'écrivaine. Alors qu'est-ce qu'il est écrit dans ce livre où en fait, bon, l'histoire c'est deux enfants issus de l'Alsace perdue qui traversent la France et au fil de leur périple découvrent un certain nombre de choses, alors qui concernent parfois des éléments historiques, géographiques, d'autres fois des traditions d'un certain nombre de régions. Et là, ici, ce que l'on trouve, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je voudrais quand même vous lire la première ligne. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie. Bon, et puis après, il y a tout un développement sur les différents types de races, entre guillemets, telles qu'elles étaient définies à l'époque. Et là, il faut bien insister sur peut-être quand même un point important, c'est essayer de différencier racialisme et racisme. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de scientifiques qui, à l'époque, ont, je dirais, le démon du classement. Il faut catégoriser, classer les populations. Sans forcément qu'il y ait une volonté, si vous voulez, d'imposer une supériorité ou bien de dire que les uns sont inférieurs, plus faibles, plus fragiles, etc. Bon, il y en a qui vont franchir ce pas, on le sait bien, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne. Vous avez un certain Joseph Arthur de Gobineau qui, dès les années 1850-1860, il est français, écrit un essai qui est intitulé « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Puis on avance un peu, vous avez un certain Georges Vacher de la Pouge, là on avance dans le temps, on est dans les années 1870-1880, qui écrit un ouvrage qui s'intitule « L'Arien, son rôle social ». Et puis un peu plus loin, vous avez donc en Allemagne Wilhelm Marr qui fonde en 1879 une ligue antisémite qui écrit sur la supériorité de la judéité sur la germanité, mais en la condamnant, si vous voulez, en disant déjà, il y a déjà derrière l'idée du complot juif, contre lequel il faut lutter. Et vous savez qu'on en avait déjà parlé, du côté français, on a un peu son alter ego, qui est Édouard Drummond, qui a fondé la Libre Parole, le journal Libre Parole en 1892. On en redira un mot tout à l'heure quand je vous présenterai quelques images de ce journal durant l'affaire Dreyfus, et puis qui a écrit ce best-seller intitulé « La France juive » en 1886. Donc on a cette différenciation qui parfois prend des tonalités qui sont clairement, pour le coup, racistes. Juste, je finis sur ce point-là pour essayer de différencier racialiste et raciste, même si évidemment, à partir du moment où il y a des races qui sont définies, il est très facile de basculer dans le racisme. Sachez que vous avez des scientifiques français, notamment un qui s'appelle Paul Rivet, qui travaille au Musée de l'Homme dans les années 1930 et qui continue à considérer qu'il faut présenter dans le Musée de l'Homme, donc à Paris, les différentes races pour l'éducation du public, tout en condamnant l'antisémitisme, tout en dénonçant la soi-disant supériorité aryenne, etc. Certains historiens disent finalement c'était la race sans le racisme. C'est paradoxal, certains historiens même disaient que c'était inconséquent, qu'il y avait un problème de raisonnement en fait pour ces scientifiques-là, mais en tout cas ça existait. Concernant justement la dimension coloniale, évidemment que cette lecture racialiste des populations a beaucoup à voir avec la colonisation. Je rappelle juste quand même une date importante qui est la conférence de Berlin, où les pays européens se partagent entre guillemets l'Afrique et où finalement les deux pays qui arrivent à s'attribuer le plus de territoire sont l'Angleterre et la France. Et puis après, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, etc. Bien. Sur la colonisation, je n'en dirai pas plus. J'avance ici sur un autre élément de différenciation qui me semble important. C'est ce qu'on a appelé le code de l'indigénat.
le code de l'indigénat qui s'est imposé donc en 1887 dans toutes les colonies françaises, qui instaure en fait un droit différent entre les Français ou les Européens présents dans les colonies et ce que l'on appelait les indigènes. C'est-à-dire avec des peines qui étaient, on va dire, plus sévères pour les indigènes. Donc ça, c'est là aussi à la fin des années 1880. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle forme de différenciation, je dirais de discrimination des populations, qui se base au départ sur une catégorisation des populations. Voilà. Et là, j'avance un petit peu pour évoquer une affaire, on va dire, franco-française, mais qui participe un petit peu de ce contexte nationaliste et populiste de la France des années 1870-1880, c'est l'affaire du général Boulanger. Alors, le général Boulanger, c'est quelqu'un, alors j'ai mis un petit résumé là, ici, qui est un militaire assez célèbre dans les années 1880, qui devient surtout ministre de la guerre, vous voyez, en 1886. Et pendant en fait son court mandat quand même comme ministre de la guerre, il va acquérir une très grande popularité. Alors, il va faire un certain nombre de réformes qui sont très populaires, la modernisation de l'armement, l'amélioration des conditions de vie des soldats. Et il va aussi s'attaquer à certaines figures qui étaient déjà assez discréditées, notamment des personnes qui faisaient partie des familles royales qui régnaient auparavant en France, et il s'est notamment attaqué à l'un des fils de Louis-Philippe, le duc d'Aumale. Bon, il a eu donc sa période de popularité qui s'est particulièrement renforcée au début de l'année 1889, où il profite d'une législative partielle à Paris pour obtenir un siège de député. Et lorsque il obtient ce siège, il a un certain nombre de conseillers autour de lui qui lui soufflent que c'est le moment de prendre le pouvoir, de renverser la République. Parmi les conseillers, c'est très intéressant, j'espère que vous vous en souviendrez, il y a un certain Henri Rochefort, ancien communard, celui qui a, parmi d'autres, mené la contre-révolte contre les Kanaks en 1878, dont je vous ai parlé, en Nouvelle-Calédonie, et qui a donc un petit peu changé de trajectoire politique pour être donc proche du général Boulanger et l'inviter à faire un coup d'État. Pour des raisons diverses, parce qu'il y a aussi des gens qui lui ont conseillé de passer par la voie légale pour arriver au pouvoir, ça semblait tout proche tellement il était populaire. Le général Boulanger renonce au début de l'année 1889 à ce coup d'État. Mais un certain nombre de dirigeants républicains vont très vite profiter de ce qui a été considéré comme un acte de faiblesse et vont l'accuser de troubles à l'ordre public, de volonté, en fait, c'était pour une partie de ses partisans la réalité de vouloir mettre fin à la République, et il va être poursuivi durant l'année 1889 sur le plan judiciaire, ce qui va l'amener, on revient à notre sujet, à s'exiler en Belgique. Et regardez, c'est la fin du texte, il s'exile en Belgique avec sa maîtresse, qui s'appelle Marguerite de Bonnemain. Il se trouve que Marguerite de Bonnemain décède quelques années plus tard, et là, le général Boulanger, c'est assez connu, se suicide sur sa tombe. Et là, il y a un mot alors, de Georges Clemenceau qui était quand même, au départ, l'un des dirigeants politiques qui a poussé un peu le général Boulanger, avant ensuite de s'en écarter, qui a dit, donc, à la suite du suicide de Boulanger sur la tombe de sa maîtresse, il est mort comme il a vécu en sous-lieutenant. C'était la phrase de Clemenceau suite à cet acte. Bon, je passe sur le commentaire, je pense que vous avez eu le temps de le regarder, des différents documents iconographiques. Le général Boulanger a eu aussi cette image un petit peu de figure anti-corruption à l'époque, anti-parlementaire si vous voulez. Sachant qu'il ne faut pas l'oublier, il y a quand même eu un certain nombre de scandales à cette époque. Pensez au scandale de Panama, le fameux canal, et puis pensez aussi
au scandale des décorations, des trafics de décorations, Légion d'honneur, etc., qui ont valu à un des présidents, Jules Grévy, sa place, et qui a été remplacé par un certain Sadi Carnot, dont nous allons reparler dans un instant. Ici, j'avance avec toujours cette question de la catégorisation. Et l'une des questions majeures de ces années 1880, c'est qu'est-ce qu'un Français? Alors, vous le savez, sur cette question-là, c'est peut-être encore un peu vrai aujourd'hui, il y a plusieurs positions. À l'époque, et d'ailleurs en les caricaturant un peu, on considère qu'il y a la position allemande, ou vraiment si on élargit anglo-saxonne, qui est en gros le droit du sang. Bon. Et puis, il y a le droit du sol français. Or, c'est beaucoup plus compliqué, y compris en France, vous verrez qu'il y a une part de droit de sang dans la définition de ce qu'est la nationalité, et du côté des Allemands, il y a aussi une part de droit du sol, et d'ailleurs, ça a été renforcé dans les années là, toutes récentes, hein, cette question du droit du sol en Allemagne. En tout cas, à l'époque, et dans le contexte de la défaite de la France contre la Prusse en 1870, vous avez quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de célèbre et de très reconnu dans le monde universitaire européen, Théodore Mommsen, qui en 1870 dit ceci: en Alsace, à part quelques petites vallées dans les Vosges appartenant à la race française, la population est aujourd'hui toute allemande. Alors là, il faut voir qu'est-ce que cet homme-là met derrière le mot race. En fait, pour lui, le mot race, c'est quelque part, quand vous avez la culture allemande et la langue allemande, vous êtes de race allemande. Vous voyez, il n'y a pas le côté, chez Mommsen, le côté, si vous voulez, physiologique, physique, qu'on peut retrouver, génétique, qu'on va trouver chez d'autres penseurs. Face à cette vision-là, il faut que tel territoire corresponde à tel État qui correspond à telle race. Vous avez d'autres visions. Alors vous avez un historien français, Fustel de Coulanges, toujours sur le même sujet, l'Alsace est-elle allemande ou française, qui répond: ce qui distingue les nations, ce n'est ni la race, ni la langue. Les hommes sentent dans leur cœur qu'ils sont un même peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérance. C'est important dans les définitions qu'on va voir. Vous doutez bien qu'il va arriver un moment où je vais vous parler d'Ernest Renan, le fameux plébiscite de tous les jours. C'est l'idée que pour ceux qui perçoivent la nation plutôt sur l'aspect, je dirais, culturel, tradition, langue, c'est soit on se tourne vers le passé en disant que c'est un simple héritage, soit on se tourne aussi vers l'avenir. Donc avec communauté d'intérêt, aussi une communauté d'espérance qui forge une nation. Donc là vous avez, voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, travailler ensemble, combattre, vivre et mourir les uns pour les autres. La patrie, c'est ce qu'on aime. Il se peut que l'Alsace soit allemande par la race et par le langage. Vous voyez déjà l'espèce de synonymie race-langage, mais par la nationalité et le sentiment de la patrie, elle est française. Bon, Ernest Renan, le fameux Conférence à la Sorbonne, 1882. Qu'est-ce que dit Ernest Renan? Ernest Renan, là aussi, on l'a caricaturé un peu en disant Ernest Renan, c'est le plébiscite de tous les jours. Mais Ernest Renan considérait aussi que un peuple, c'est aussi des traditions, c'est une culture qui est héritée, une langue qui est héritée, etc. Une nation est une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Bon, on a retenu essentiellement donc plébiscite de tous les jours. Pour terminer ce petit focus sur la question de la nationalité, je voulais quand même vous citer Maurice Barrès. Parce que Maurice Barrès, il est quand même vu comme un nationaliste ardent, parfois dur, dans ses définitions des nationaux et des étrangers. Regardez ce qu'il dit en 1902 dans un ouvrage qui s'intitule « Scène et doctrine du nationalisme ».
La nation est la possession en commun d'un antique cimetière et la volonté de continuer à faire valoir cet héritage indivis. Donc lui, il est vraiment tourné vers le passé. Il faut conserver le passé. Finalement, quelque part, l'objectif de la nation, ça va être ça. Cultiver cet héritage. Par contre, ce qui est, je trouve, plus intéressant, c'est cette espèce d'aveu qui semble être douloureux pour Maurice Barrès, qui suit. Certaines races arrivent à prendre conscience d'elles-mêmes organiquement. C'est le cas des collectivités anglo-saxonnes et teutoniques, les Allemands, qui de plus sont en voie de se créer comme race. Alors ça, c'est peut-être un premier aveu, c'est-à-dire qu'en fait, la race, c'est une construction. Même Maurice Barrès le dit. C'est pas inscrit dans le sang. C'est une construction discursive. Hélas, il n'y a point de race française, mais un peuple français, une nation française, c'est-à-dire une collectivité de formation politique. Et malheureusement, au regard des collectivités rivales et nécessairement ennemies dans la lutte pour la vie, là on retrouve quelques tonalités darwiniennes, la nôtre n'est point arrivée à se définir à elle-même. Nous l'avons implicitement par ce fait que, suivant les besoins du moment, pour nos publicistes, nos écrivains, nos artistes, nous sommes tantôt latins, tantôt gaulois, tantôt le soldat de l'Église, puis la grande nation, l'émancipatrice des peuples. Et donc je trouve ce texte très intéressant parce qu'on a beaucoup opposé Renan et Barrès, et en fait, quand on lit la partie où il dit « c'est une collectivité de formation politique », l'autre qui dit « c'est un plébiscite de tous les jours », on voit quand même quelque chose qui est assez proche. Bien, je poursuis maintenant sur l'aspect plus juridique. Code de la nationalité 1889. Alors, en 1889, sachez que cette loi est votée après 7 ans de discussion et plusieurs gouvernements évidemment qui se sont succédés. Bon, qu'est-ce qui est décidé? C'est une première ouverture large de l'accès à la nationalité qui sera complétée, nous le verrons l'année prochaine, en 1927, avec une ouverture encore plus large de l'accès à la nationalité. Regardez, sont français tout individu né d'un Français en France ou à l'étranger. Là, on est plutôt sur le droit du sang. Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue. Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né. Et puis après, il y a le 4e cas, alors c'est un peu coupé l'article, mais bon, je pense que vous en connaissez la logique. Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents. Donc vous voyez, vous avez plusieurs cas, mais la philosophie générale, c'est vraiment un accès très large à la nationalité française, dans une logique d'assimilation et dans un objectif qui est très clair. La France est le pays qui a engagé le plus tôt et le plus rapidement sa transition démographique. La France connaît des difficultés réelles pour ce qui concerne la main-d'œuvre, mais aussi le recrutement militaire. Il faut fabriquer des Français pour fabriquer des soldats. C'est l'un des objectifs. D'ailleurs, il n'y a pas, je dirais, de hasard. La même année, en 1889, vous avez une loi sur le service militaire. En suivant, Code de la nationalité, service militaire, c'est la loi Freycinet. Alors, juste concernant cette loi Freycinet, alors je n'ai pas le temps de vous refaire tout l'historique des lois sur le service militaire depuis la première Jourdan Delbrel de 1798. Je vous ai mis un petit tableau là qui résume cela. Mais sachez que la loi Freycinet conserve quand même certaines traditions qui posaient un peu problème au XIXe siècle, c'est-à-dire certaines exemptions, certaines personnes qui payaient en fait, pour ne pas aller faire le service militaire. Il y avait aussi des possibilités de remplacement. On pouvait se faire remplacer. Alors tout ça est plus ou moins conservé avec cette loi. Par contre, il y a certaines dispenses qui sont remises en
les dispenses pour les enseignants, les dispenses pour les étudiants dans les grandes écoles. Bon, c'est terminé avec cette loi Freycinet. Il y a une loi qui ira vraiment plus loin, voilà, c'est celle-ci en 1905, la loi Berthaud, où là c'est terminé, les exemptions, les paiements, les tirages au sort, tout cela est terminé. Et ensuite il y a une loi qui est aussi très connue, c'est la loi Barthou de 1913, où là on passe à 3 ans. On était ici passé, alors selon les tirages au sort en 1889, parce que vous étiez encore tiré au sort, vous pouviez faire 1 an ou bien 3 ans. Voilà. Ensuite, on a eu ici un passage à 2 ans, vous voyez, de 1905 à 1913, et là, on repasse à 3. On repasse à 3 parce que les tensions montent, et puis il y a déjà une première guerre dont je vous parlerai tout à l'heure, qui sont les guerres balkaniques, qui commencent déjà à inquiéter en Europe occidentale. Juste, toujours un petit point de différenciation. Sachez que là, il y a la loi des 3 ans pour la France métropolitaine, mais qu'un an avant, il y a une loi aussi concernant le recrutement des tirailleurs algériens et sénégalais. Alors pour les Algériens, c'est 3 ans aussi, mais pour les Sénégalais, c'est 4. C'est un an de plus. Bon. Voilà sur cette loi militaire. On continue toujours dans différenciation, catégorisation. Je vous avais dit que les tensions montaient sur le marché du travail. On est dans un contexte, dans une conjoncture un peu délicate entre 1873 et 1896, ce qu'on appelait la Grande Dépression. Et il y a donc un certain nombre d'épisodes d'affrontements entre ouvriers français et étrangers. Et cela donne lieu donc à certains écrits. Alors on retrouve Maurice Barrès, qui est là, vous voyez, propose donc une étude pour la protection des ouvriers français. Et il se trouve que la même année est votée une loi sur le séjour des étrangers en France et la protection du travail national. Donc il y a un nombre d'éléments qui invitent les patrons à privilégier les travailleurs nationaux, notamment à ne pas prolonger quelque chose qui se faisait beaucoup, c'est-à-dire utiliser finalement la présence de la main-d'œuvre étrangère pour baisser au maximum les salaires, ce qui engendrait évidemment des tensions entre ouvriers, on le verra du côté de Marseille. Et puis il y a aussi un point qui est important, c'est que concernant cette main-d'œuvre, on insiste, vous voyez, c'est le premier article sur la main-d'œuvre clandestine, ce qu'on appelle le travail au noir, qui existait déjà, qui est rigoureusement interdit. Et en l'occurrence, là, il y a un peu l'instauration de la double peine, c'est-à-dire que si une personne est arrêtée alors qu'elle travaille clandestinement, qu'elle n'a pas les documents nécessaires pour rester sur le territoire français, elle est expulsée du territoire français. 1893. Ici, je vous ai mis quelques exemples plus locaux pour illustrer cette question de la protection du travail national. Alors, c'est des documents qui sortent des archives, mais le premier document que vous avez sur la gauche, là, concerne 2 Espagnols. C'est l'avocat qui écrit au préfet et qui demande donc que Madame Garcès et Rebellier demande en fait une forme de sollicitude. Alors il demande une bienveillante intervention et il considère que ces femmes qui ont introduit en France donc 11 mètres de drap, ce qui était tout à fait interdit, et qui ont par la suite travaillé en France. Ils demandent des circonstances atténuantes, mais sur le reste, vous voyez, de la chemise où j'ai trouvé ces documents-là, il était bien noté classé expulsion, c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de dossiers où les personnes donc ont été expulsées. Ces 2 dames en font partie. Ensuite, un petit peu plus loin, alors celui-là, c'est vraiment un récapitulatif. Nous sommes en 1893 précisément, et vous avez donc le préfet qui indique que, c'est le préfet qui indique au ministre de l'Intérieur le détail
des personnes qui ont été expulsées dans les différentes communes du département. Alors vous voyez ici, bon, c'est un petit, mais il y a Argelès, Bagnères, Tarbes, et en fait on arrive donc pour ce mois de décembre 1893 à une quinzaine de personnes. C'est ici, alors moi je le vois parce que c'est assez net, là c'est pas lisible au tableau, mais une quinzaine de personnes donc expulsées, et cela est envoyé à ce qu'on a là. Hein. Bien, et puis autre chose qui est votée aussi à peu près dans la même période, on est en 1899, c'est le décret donc Millerand sur, regardez, les conditions de travail dans les marchés passés au nom de l'État. C'est-à-dire qu'on prévoit aussi que lorsqu'il y a des marchés publics, il faut que les entreprises qui vont obtenir finalement le marché emploient un certain pourcentage de travailleurs étrangers, et pas plus. Vous voyez, donc par différents moyens, et on essaye de réduire la présence des travailleurs étrangers dans ces années 1880-1890. Sachez que, on en reparlera aussi l'année prochaine, en 1932, on ira encore plus loin, hein, dans les années 30, sur ces restrictions concernant les travailleurs étrangers. Bien. Alors, un événement paroxystique. Aigues-Mortes. Alors, Aigues-Mortes, bon, je pense que c'est un événement que vous connaissez. José Cubero avait rédigé un ouvrage sur cette affaire. Donc, le contexte général. Sachez que à l'époque, Marseille compte à peu près un demi-million d'habitants et 100 000 Italiens. Donc, il y a une présence qui est très forte dans ce sud-est. Du côté d'Aigues-Mortes, vous avez une présence d'Italiens qui est durable, mais qui peut être aussi saisonnière, selon les travaux agricoles, et là, notamment, selon les récoltes de sel. Alors, l'origine de l'affaire, de ce qu'on en sait, c'est que vous aviez donc différents salins, alors le salin de Mourgues, le salin du Péquet, et puis vous avez les ouvriers français, les ouvriers italiens, qui donc évoluaient entre ces différents types de salins. Et il se trouve que en août 1893, le 16 août précisément, dans un de ces salins, il y a des ouvriers italiens qui vont nettoyer leurs chemises dans l'eau qui normalement était destinée à la boisson des ouvriers français. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, mais qui évidemment vient dans un contexte qui était déjà extrêmement tendu. Suite à cela, il y a une bagarre entre ouvriers italiens et français, mais les informations vont vite circuler jusqu'à Aigues-Mortes, et là, les ouvriers italiens, quand ils vont vouloir rentrer dans la cité, vont être accueillis assez violemment. Et bon, on le sait, hein, il y a plusieurs morts. Alors, combien? On ne sait pas en fait. Au moins 10. Du côté français, on dit qu'il y en a 10. Du côté italien, on dit qu'il y en a 150, dans la presse italienne. Bon. Donc, une cinquantaine. Et ensuite, plusieurs dizaines de blessés. Pour certains vraiment mutilés. Hein. Donc là, il y a une vraie période de tension. On peut parler de lynchage, on peut parler aussi de pogrom, hein, d'une certaine manière, mais il y a une violence vraiment spontanée qui se déchaîne contre les Italiens. N'oubliez pas le précédent des Vêpres marseillaises. N'oubliez pas aussi que c'est lié au contexte international plus global, qui fait que l'Italie s'est rapprochée de l'Allemagne et de l'Autriche dans la triplice qui est en train de se constituer face à la triple entente, Angleterre, France, Russie, qui vont nous mener à la guerre 14-18. Donc il y a ce contexte-là aussi, si vous voulez, entre France et Italie. À noter cependant que si pendant l'année 1893, c'est l'historienne Michel Perrault qui a travaillé là-dessus, il y a 89 actes anti-italiens en 1893 en France. Petit à petit, le nombre d'actes anti-italiens diminue, et notamment à partir de 1896, où les relations entre la France et l'Italie vont peu à peu s'améliorer. Jusqu'à, vous le savez, qu'en 1915, les Italiens quittent la triplice et passent du côté français. Et en fait, ça a été un long travail, ça, hein, de rapprochement entre la France et l'Italie depuis cet événement paroxystique.
juste un petit mot quand même sur la fin de cette histoire-là. Il y a un procès organisé à Angoulême en décembre 1893. Le procès démontre à quel point un certain nombre d'ouvriers français se sont vraiment déchaînés. C'est une cour d'assises, jury populaire, sous pression, tout le monde est acquitté. Ça fait un scandale en Italie, mais bon, il devait y avoir quand même une certaine forme de culpabilité côté français, puisque l'État français va indemniser les familles italiennes et va reconnaître quand même en grande partie ce qui s'était passé. C'est une histoire quand même qui est restée un peu cachée pendant le XXe siècle et qui a ressurgi surtout au moment du centenaire. En 1993, il y a un gros travail mémoriel historique qui a été fait en 1993 à Aigues-Mortes sur cet épisode. Allez, j'avance un petit peu. Parce que des événements, à l'époque, il y en a eu quand même une sacrée série, puisque c'est aussi le développement de ce qu'on appelle l'anarchisme. Dans ces années 1880-1890, ça a été décidé très concrètement à la conférence anarchiste internationale de Londres en 1881, les discours, ça suffit, il faut passer aux actes, et ce qu'on appelle la propagande par le fait. Et donc, vous avez un certain nombre d'anarchistes, alors en France comme dans d'autres pays, en Suisse, en Russie, en Angleterre, qui vont passer aux actes. Alors, vous connaissez certainement le parcours de Ravachol, vous voyez, qui est arrêté ici, c'est en 1892. Je l'ai mis lui en particulier parce qu'il est arrêté en partie grâce aux travaux de Bertillon et de la reconnaissance des identités, du service d'identité judiciaire. Je vous montrerai sa carte tout à l'heure à Ravachol. Ensuite, bon, il y a cet épisode de la bombe donc, déposée dans l'Assemblée nationale en 1893. Et puis, plus connu encore, l'assassinat de Sadi Carnot. 24 juin 1894, le président de la République. Alors juste un petit mot sur Sadi Carnot, ça surprend toujours les élèves, mais comment il peut s'appeler Sadi Carnot? Alors peut-être que vous le savez, son nom complet c'est Marie-François Sadi Carnot, c'est le petit-fils de Lazare Carnot, qui a eu un rôle important pendant la Révolution française. Et ce Lazare Carnot était un grand admirateur d'un poète persan du Moyen-Âge qui s'appelait Saadi, d'où Sadi Carnot. D'accord. Pour ce qui est donc de cet assassinat, c'est un Italien, un anarchiste italien, Caserio, qui est un apprenti boulanger, qui perpètre cet assassinat. Et sachez que si il s'attaque au président de la République, c'est que auparavant, un certain nombre de lois justement anti-anarchistes, du fait déjà des actions menées par Ravachol et par d'autres, avaient été votées en France. Donc c'était aussi une réaction à ces lois qui étaient considérées par le courant anarchiste comme des lois scélérates. Je vais vous montrer rapidement que les actes anarchistes donc, se sont développés très fortement dans les années 1800, fin 1880, début 1890, avec cette logique de propagande par le fait. Mais vous avez eu en réponse un arsenal législatif qui s'est constitué, regardez bien, aussi bien en France qu'en Italie, avec des lois qui sont vraiment presque similaires d'un côté et de l'autre des Alpes, et parfois même qui sont votées la même année. Là, j'ai pris la France et l'Italie parce que c'était le plus simple et surtout c'était là où on trouve vraiment un parallélisme qui est le plus marquant. Mais vous voyez, même en Suisse, qui était un pays traditionnellement d'accueil, il y a un certain nombre d'anarchistes qui sont expulsés. Fin 19e, début 20e siècle, ce qui fait réagir la population suisse. Alors en plus, ils sont expulsés, parfois ils sont même extradés dans leur pays d'origine. Vous avez un certain Bromard, par exemple, qui est extradé en Russie. Bon, en l'extradant, les Suisses savaient bien ce qu'il allait lui arriver. Vous avez aussi, du côté de l'Angleterre, ce qu'on appelle des Alliance Bills, des lois donc, qui concernent les étrangers, où vous avez... alors, ça a quelques échos avec la situation actuelle. Vous avez un maire de Londres
conservateur qui dit ça suffit de ployer sous le fardeau de la présence étrangère et qui considère qu'il faut maintenant renvoyer tous ces étrangers. Bon, il y a d'autres parties de l'opinion publique anglaise qui avaient d'autres avis, qui vont quand même arriver à conserver le fait que pour des raisons de persécution religieuse ou politique, les étrangers sont accueillis de manière donc sans aucune restriction. Hein, ça sera conservé en Angleterre. Bon, voilà pour les. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez donc un certain nombre de lois qui visent spécifiquement les courants anarchistes, en France comme en Italie. Et puis j'arrive à ce fameux Bertillon. Je vous ai dit au départ, c'est des catégorisations qu'on retrouve dans les discours, mais ces frontières, on les a aussi donc dans ces papiers. Les papiers qui commencent peu à peu à se développer, se multiplier, se diversifier et devenir de plus en plus rigoureux. Alors là, vous avez, c'est lui-même qui a fait sa carte, Alphonse Bertillon, qui donc est employé à Paris dans les identités judiciaires dans les années 1880 et qui va, en fait, vous allez le voir, imaginer tout un tas de repères physiques qui permettent d'identifier les personnes. Au départ, l'objectif est d'identifier les criminels récidivistes. Et puis, petit à petit, on va utiliser en fait toutes ces techniques pour catégoriser, vous allez le voir, d'autres populations. Alors, regardez, c'est assez simple. Au niveau des caractéristiques physiques, bon, il y a la taille, alors il y a la mesure du buste, un certain nombre de mesures sur la tête, la taille de l'oreille. Alors, c'est une grande obsession de Bertillon. Il considère que nous avons toutes et tous des oreilles qui sont tout à fait différentes et donc il ne va cesser de faire des mesures d'oreilles, droite, gauche. Il y aura aussi, je vous montrerai tout à l'heure, l'angle facial. Voilà. Bon, il y aura tout un tas de mesures pour différencier donc les personnes. On appelle ça les bertillonnages. Hein. Ici, vous avez justement l'affiche de Ravachol, l'anarchiste arrêté tout à l'heure en 1892. Et puis, alors ça plaisait pas trop au départ à Bertillon, il va se développer aussi ce qu'on appelle la dactyloscopie, c'est-à-dire les empreintes digitales. Alors là, carrément, on met la main à l'époque, hein, c'est presque les grottes de Gargas, vous voyez, là. Et là, on a ici, donc, évidemment, les empreintes. Alors ici, je vous ai mis celle-ci que j'ai retrouvée, c'est membre de la bande à Bono, fameuse bande à Bono, donc il y a Bono qui a été arrêté, si je me souviens bien, en 1912. Donc un groupe là aussi inspiré par l'anarchisme, mais qui était aussi un groupe de braqueurs de l'époque. Les bandits sociaux, comme on pourrait dire. On continue, regardez, c'est étonnant sur cette œuvre d'Alphonse Bertillon. Alors, il rédige même un ouvrage qui s'appelle l'identification anthropométrique avec les techniques. C'est un manuel, quelque part, de ce qu'il faut faire pour identifier. Et donc là, vous voyez, ici, on a un certain nombre d'éléments qui sont décrits. La fameuse mesure de l'oreille. Et alors là, vous avez l'explication sur si vous avez déjà vu des cartes d'identité et même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque petit à petit cette carte va être instaurée d'abord pour les étrangers, j'y reviendrai, et puis pour l'ensemble des Français, les photos de profil. Les photos de profil, c'est parce qu'il y a non seulement la fameuse mesure de l'oreille, et puis vous avez aussi, je vais vous le montrer dans un instant, la question de l'angle facial. Voilà. D'où les photos de profil qui sont prises et parfois même avec carrément l'instrument de mesure sur la photo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de photo. Sachez, c'est juste un point comme ça archivistique, que le département des Hautes-Pyrénées a la chance d'avoir conservé l'intégralité des cartes d'identité en usage pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'un des seuls départements en France à les avoir. Alors pourquoi toutes les autres ont été détruites? C'est parce qu'il y avait une partie des cartes où l'État français se sentait un petit peu coupable puisqu'il y avait marqué « juif » dessus, en rouge.
Et donc, à la fin de la guerre, tout ça a été brûlé dans une bonne partie des préfectures françaises. Pas dans le 65. Elles sont donc à disposition pour des travaux de recherche aux archives départementales. Alors voilà le fameux angle facial. Vous voyez, c'est une espèce d'angle entre quelque part l'os frontal et puis l'os de la mâchoire. Vous voyez ici, là, donc on essaye de tracer une ligne là entre deux points et on vient croiser. Et donc nous avons tous aussi un angle facial particulier. Bon, regardez tous les travaux, toutes les photographies que tout cela évidemment engendre. Donc c'est des milliers de pages, hein, avec des photos où on détaille le nez, les oreilles, etc. Et là, on revient dans cette espèce de démon du classement, hein, de la typologie. Juste un point quand même. En ce qui concerne Bertillon, il n'est pas passé, si vous voulez, il n'a pas passé la frontière que d'autres ont passé, et notamment ce scientifique-là, scientifique entre guillemets, Cesare Lombroso, c'est-à-dire tel caractère physique correspond à tel trait de mentalité, de comportement. Certains ont dit tel visage, c'est un visage de criminel. Tel visage, c'est un visage de traître. Tel visage, c'est un visage d'esclave. Vous voyez, Bertillon n'est pas allé jusque-là. Mais un certain nombre, là, ils sont passés. Là, je vous cite ici Maxime Fabre, là, qui a travaillé là-dessus, qui dit « Nombreux sont ceux qui ont tenté de voir dans les signes et interstices des plis du visage les indices d'une criminalité. » qui serait contenu en puissance en celui-ci, de la manière dont la statue aristotélicienne serait contenue en puissance dans la matière encore inerte du marbre ou du bois. Comme si l'on pouvait voir directement sur le visage la criminalité d'un individu, avec parfois l'identification d'un portrait robotype. Alors, par exemple, hein, les oreilles écartées, les cheveux abondants, la barbe rare, les sinus frontaux et les mâchoires énormes, le manteau carré et saillant, les pommettes larges, les gestes fréquents, en somme, un type ressemblant au mongol et parfois au nègre. Bon, voilà le criminel, le mongol ou le nègre. Bon, voilà, donc ça, toujours dans cette logique évidemment de racialisation, d'identification, et où la frontière est poreuse vers la criminalisation et le racisme. Hein. Oui, alors, bon là c'est pour... Juste pour l'anecdote, sachez que Alphonse Bertillon, par un savant schéma que vous trouvez ici, a prouvé que Dreyfus était coupable. Grâce à de savantes recherches dactylographiques. Bon, vous connaissez évidemment l'histoire, il s'est trompé. Alors, a priori de bonne foi, mais en tout cas, il a participé, bien sûr, au mouvement anti-Dreyfusard en essayant de lui donner une caution scientifique. Je passe, vous l'avez compris, d'un bond à l'affaire Dreyfus. Vous avez ici un petit résumé de l'affaire. Brièvement, vous savez que l'armée française s'aperçoit que des renseignements qui concernent le système de défense à la suite, bien sûr, de la défaite contre la Prusse, sont transmis à l'ambassade d'Allemagne. Il y a donc, si l'on peut dire entre guillemets, une taupe, et on la cherche. Et il se trouve que, rapidement, l'enquête débouche sur la culpabilité supposée de Dreyfus, qui est le coupable idéal. Il vient d'Alsace, je crois que je vous en avais dit un mot, hein, la famille était partie dans le sud-est, et il est juif. Et pour une partie de l'opinion publique française, une partie de l'état-major aussi français, juif est synonyme de coupable à l'époque. Il se trouve qu'un certain nombre quand même de personnes, dirigeants politiques, intellectuels, vont progressivement se mobiliser en faveur de l'innocence de Dreyfus. On pense bien sûr à Émile Zola, le fameux J'accuse. Et puis... peut-être que vous avez vu aussi le film de Polanski, vous avez même à l'intérieur de l'institution militaire un certain lieutenant-colonel Picard qui va avoir un rôle essentiel pour prouver l'innocence de Dreyfus et surtout pour prouver la culpabilité, alors je l'ai vu, du vrai coupable.
Esterhazy. Hein. Bon, mais malgré tout, regardez le temps qu'il faut. Il y a plusieurs procès, il y a le fameux procès en révision où il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est qu'on sait qui est le vrai coupable, mais finalement Dreyfus reste condamné, mais il est gracié par le président. C'est une espèce de voie médiane. La fin, évidemment, de l'histoire, c'est 1906, où là, définitivement, Alfred Dreyfus est innocenté, réhabilité, réintégré dans l'armée. Quelques mots sur l'affaire, je dirais, au niveau donc de ce qui nous intéresse, de la question de la frontiérisation, notamment à l'intérieur même du peuple français. Là, je vous ai proposé l'une des images connues publiées dans la Libre Parole, qui est le journal d'Édouard Drumont, celui qui a écrit La France juive, vous vous en souvenez, qui révèle l'affaire en 1894. Alors regardez là, c'est intitulé à propos de Judas Dreyfus. Donc on a Édouard Drumont qui tient une caricature de Dreyfus avec un tisonnier, et Dreyfus est vraiment caricaturé avec ce qu'on appelait déjà le visage juif, qu'on retrouvera pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les grandes oreilles, le nez crochu. Et puis regardez ici, on lui a ajouté évidemment un casque à pointe. Vous signalez quand même, regardez, ça c'est quelque chose aussi qui étonne un petit peu les élèves, sous-titre de la Libre Parole, La France aux Français, un slogan qui a été repris par la suite, comme vous le savez. Autre illustration, peut-être plus neutre, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film de Polanski, cette scène, c'est le moment où Dreyfus est dégradé aux Invalides, dans la cour des Invalides, donc en 1895, au début de l'année 1895. Vous savez ensuite que quand il est emprisonné, il n'est pas emprisonné en France, il est envoyé au large de la Guyane, sur l'île du Diable, et on lui met les fers dans la nuit, et dans la journée, ses gardes n'ont pas le droit de lui parler. C'est-à-dire qu'il est dans un isolement total. Il a failli devenir fou, Dreyfus. Bon. Ici, vous avez quelques éléments quand même que je donne. Oui, j'ai encore un petit peu le temps sur cette affaire avec Maurice Barrès. Maurice Barrès que l'on retrouve et qui dit toujours dans son livre Scène et doctrine du nationalisme: je n'ai pas besoin qu'on me dise pourquoi Dreyfus a trahi. En psychologie, il me suffit de savoir qu'il est capable de trahir. Et il me suffit de savoir qu'il a trahi. L'intervalle est rempli. Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. C'est intéressant que Maurice Barrès dise ça, parce que tout à l'heure, vous avez vu, il a dit il n'existe pas de race française. Mais par contre, il considère qu'il existe une race juive. Qu'il a trahi, je le sais, parce que j'ai eu les pages de Mercier et de Roger, donc c'est des militaires, qui sont de magnifiques travaux. Quant à ceux qui disent que Dreyfus n'est pas un traître, le tout c'est de s'entendre. Soit ils ont raison, Dreyfus n'appartient pas à notre nation, et dès lors, comment la trahirait-il? Les Juifs sont de la patrie où ils trouvent leur plus grand intérêt. Et par là, on peut dire qu'un Juif n'est jamais un traître. Donc on retrouve l'idéologie du juif errant, du juif sans patrie, etc., qui date avant le XIXe siècle. Bon, ici, d'autres images. Alors, dans le gros lot, qui est plutôt, si vous voulez, un journal qui va s'engager progressivement dans la position dreyfusarde, de soutien à Dreyfus. Regardez, je décode un petit peu. Alors ici, vous avez la vérité qui sort du puits, lumineuse. On la sort du puits avec des gens qui tirent sur la corde, et là vous reconnaissez bien sûr Émile Zola ici. Par contre, il y a des gens qui essayent, vous voyez, de mettre, je dirais, l'été noir sur la lumière de la vérité. Alors, Édouard Drumont avec la Libre Parole. Et là, c'est intéressant, vous avez quelqu'un qui essaye, vous voyez, de boucher la longue vue, là, ici. C'est notre cher Henri Rochefort, toujours lui, qui, avec son journal L'Intransigeant, va s'engager très fortement dans le courant anti-dreyfusard. Hein ? Bon, là, je ne pouvais pas, évidemment, ne pas évoquer le fameux article d'Émile Zola, J'accuse,
donc qui relance véritablement l'affaire. C'est en janvier 1898 et c'est strictement. Alors je crois que j'avais un passage peut-être plus que j'ai mis un peu plus gros. Il le dit dans l'article, il attaque très durement le président de la République, l'état-major. Il sait qu'il peut être poursuivi, mais c'est ce qu'il veut. Il veut être poursuivi pour diffamation, de manière en fait à travers son procès à lui, qu'on rejuge quelque part Dreyfus. Donc c'est vraiment une stratégie tout à fait consciente, tout à fait pensée par Émile Zola. Regardez, par exemple, qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. Il y a d'autres passages où il insiste sur cette volonté d'être lui-même jugé pour ce qu'il a écrit. Un dernier peut-être document. Alors, l'affaire Dreyfus a été, il faut le savoir, une formidable opportunité pour la presse, qui s'est jamais autant développée. Donc vous avez des journaux qui sont nés spécifiquement pour traiter de l'affaire Dreyfus, notamment des journaux de caricature. Là vous en avez un, donc le titre. Vous avez un certain Carandache, assez connu, caricaturiste de la fin du XIXe siècle, assez connu, qui là, une fois de plus, vous voyez, joue sur le fait que Émile Zola est à la fois, alors porte le masque des Juifs déjà, que là c'est le masque d'Émile Zola, là c'est un visage de Juif caricaturé à nouveau, et par contre qui tient les ficelles, c'est l'Allemand avec son casque à pointe. Bon, là c'est encore plus, on va dire, scatologique, même ici, avec une caricature d'Émile Zola, voire animalisant, diabolisant, avec cette figure de Dreyfus, dans ce que, en fait, une série de dessins qui sont réalisés, vous voyez, par un certain Le Neveu, ici, et qui vont être vendus comme ça au peuple français pendant ces années 1890. Et là, ça va très très loin, parce que évidemment, on le sait, nous, avec le recul, mais quand on commence vraiment à animaliser les personnes, à animaliser un peuple, à quelque part les extraire de l'humanité, ensuite le passage à l'acte, c'est-à-dire l'élimination, peut arriver. Et que ce soit pour les Arméniens, que ce soit pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit pour les Tutsis au Rwanda, ça a toujours commencé comme ça. C'est-à-dire, déjà dans le discours, extraire une catégorie de population de l'humanité. Bien, ici, alors très très connu. Alors c'est une image là aussi que j'utilise avec les élèves, alors que j'utilisais notamment au moment du Covid, où les élèves me disaient que parfois, dans certains repas familiaux, quand on parlait Covid, ça s'énervait un peu autour de la table, entre les pros et les anti-vaccins. Et donc là, c'est un peu pareil avec l'affaire Dreyfus. Alors là, ici, c'est il ne faut pas parler de l'affaire Dreyfus. Là, c'est ils en ont parlé, vous voyez le résultat, entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Ici, quand même, je voulais vous signaler qu'on est en pleine affaire Dreyfus et qu'un certain Édouard Drumont devient député à Alger. Il devient député à Alger à un moment où, dans ce territoire-là spécifiquement, il y a un antisémitisme qui est très fort. Alors, un antisémitisme qui est à la fois du fait de la population française et européenne, un peu comme en métropole, mais aussi du fait de ce qu'on appelle à l'époque les indigènes musulmans, et notamment en raison de la loi Crémieux de 1870 qui a octroyé la citoyenneté aux juifs d'Algérie, mais pas aux indigènes musulmans. Et donc là, cette discrimination vécue a entraîné un réel antisémitisme. Alors regardez les slogans qui sont quand même très étonnants, quoi. À bas les juifs. Il y a, je vous le rappelle, un parti antisémite qui se crée même au sein de l'Assemblée nationale, et tout simplement une fédération nationale anti-juive, mais qui est officielle en cette fin des années 1890. Donc on a vraiment là une France quand même qui se fracture sur concernant différentes catégories. Concernant l'antisémitisme, là on a beaucoup insisté sur la France, mais
il est à l'époque européen. Il est européen, je vous rappelle qu'il y avait eu des pogroms, je vous en avais parlé dans les années 1880-1890 en Russie, liés notamment à l'assassinat d'un tsar, mais au début du XXe siècle, il y a de nouveaux pogroms, et notamment le pogrom de Kishinev. Kishinev qui est devenu Chisinau, la capitale de la Moldavie. À l'époque, c'était en Bessarabie. Bon, je sais que c'est déjà chez Kishinev. Si vous le voyez, vous me le dites. Oui, ça y est, c'est ici. Voilà. Vous avez aussi, en 1905, une première révolution en Russie, bon, qui est un échec, qui va mener à nouveau Lénine à devoir s'exiler avant de revenir en 17. Mais vraiment, l'Empire est déjà très fragilisé. Empire fragilisé, on recherche des boucs émissaires. En Russie, ce seront les Juifs. L'Empire ottoman est fragilisé. Qui sont les responsables, qui sont les boucs émissaires quelques années plus tard? Ce seront les Arméniens. Ce sont des configurations où on peut avoir ce type de dérive. Donc là, à Kishinev, toujours le contexte global, quelle est l'étincelle? Un enfant chrétien qui est retrouvé mort. Et là, la machine va se mettre en marche et on va aller rechercher des accusations qui datent du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on accuse déjà les minorités juives qui se trouvent dans un certain nombre de ghettos, qui ont été expulsés d'un certain nombre de royaumes, notamment la France, au XIIIe siècle. On les accuse de meurtre rituel. À savoir qu'au moment de la Pâque juive, ce qu'on appelle la Pessa, tuer des enfants chrétiens pour utiliser leur sang afin de fabriquer le pain azim, le pain juif sans levain. Voilà. Là, on accuse, à la suite de cet assassinat qui est, en fait, on le saura après, qui a été perpétré par un des membres de la famille de ce jeune, on accuse les juifs et on les accuse d'avoir fait du pain avec le sang de ce garçon. Derrière, pogrom, des dizaines de morts et des pogroms qui vont durer jusqu'en 1905. Évidemment, suite à ces pogroms, il y a à nouveau un exil. Et là, c'est quand même des proportions très très importantes, je vous l'avais dit. On est du côté donc, de la France, à peu près 40 000 personnes qui arrivent en France et qui vont s'installer, d'ailleurs, c'est historique, notamment dans le quartier du Marais, à Paris. Mais après, vous avez des flux importants vers l'Angleterre, mais surtout vers les États-Unis. À ce moment-là. À noter aussi par rapport à ce départ, cette diaspora juive, que les journalistes de l'époque, et puis évidemment les historiens suivants, insistent sur le fait que la vie de ces exilés juifs est bien misérable. Bien loin des écrits sur le complot juif, la richesse, le Rothschild, etc. La plupart, ils fabriquent des casquettes, ils fabriquent des chaussures, ils vivent dans un petit artisanat parisien, et c'est ça la réalité. Mais il y a la propagande et la réalité. Alors, en parlant de propagande, et puisqu'on parlait de ces pogroms de Kishinev, je voulais quand même vous parler de ce document, puisque c'est un document, sachez-le, qui est encore un best-seller dans un certain nombre de pays, en Turquie, en Syrie, en Iran. Le protocole des sages de Sion. Qu'est-ce que c'est? C'est un document qui a été produit par la police secrète de l'Empire russe, qu'on appelait l'Okhrana, en 1903. Dans ce document, on explique que les Juifs ont formé un gouvernement secret, un conseil mondial, qui est là en fait pour diriger le monde. Le protocole des sages de Sion. C'est un faux. C'est un document qui a été fabriqué pour, d'une certaine manière, légitimer et justifier tous les actes qui ont frappé les Juifs en ce début du XXe siècle dans l'Empire russe. Mais ce qui est fou, c'est que ce texte
qui est un faux, a été réutilisé par tous les antisémites du XXe siècle, Hitler en premier, et par les successeurs jusqu'à aujourd'hui. Bien. Je poursuis. On avance peu à peu vers notre borne de 1914 en évoquant, je dirais, d'autres événements qui ont des retentissements en France et notamment quelque chose qui se passe en Espagne à la fin des années 1900, ce qu'on appelle la semaine tragique. 26 juillet, 2 août 1909, comme vous pouvez le voir. Que se passe-t-il en Espagne à ce moment-là? Eh bien, vous savez que le Maroc est alors partagé, entre guillemets, entre France et Espagne. Et dans le Maroc espagnol, autour notamment des enclaves qui existent toujours, de Ceuta et Melilla, plusieurs colonnes espagnoles ont été malmenées par des troupes marocaines. Et donc, il y a le 11 juillet 1909, l'annonce en Espagne que l'on va mobiliser les réservistes. Cette annonce a des conséquences très importantes, avec en fait des soulèvements, notamment des communistes et des anarchistes. Et ces soulèvements vont, si vous voulez, déboucher sur des actes anti-catholiques. Vous allez avoir des couvents qui vont être attaqués, des écoles catholiques, des églises. Sachant que pour les communistes et anarchistes, l'église espagnole était vraiment l'une des institutions qui était le plus au soutien du régime de l'époque. Donc il y a cette vague de violence. Sachez que la loi martiale même est mise en place, avec, comme ça vous a été indiqué dans le texte, et vous avez, vous voyez, un certain nombre d'églises, 18 églises, 49 couvents au collège religieux qui sont incendiés. Bilan assez lourd, une centaine de morts, et des violences donc, qui durent à peu près une semaine. Vous voyez que ces événements-là, ils sont quand même retracés dans un certain nombre de journaux français. Alors ici, c'est le Petit Marseillais. Et puis, il y a un événement dont on parle même à Tarbes, c'est l'assassinat, suite à ces troubles, d'un certain Francisco Ferrer. Alors, il n'est pas de ma famille, mais il s'appelle Francisco Ferrer, à savoir qu'il a été, d'ailleurs, il a vécu une partie de sa vie en exil à Paris. C'est un anarchiste, un libertaire qui a fondé, c'est aussi un pédagogue, qui a fondé une école moderne. Je vous montrerai un document là-dessus tout à l'heure, et qui est considéré, alors plutôt à tort, mais bon, c'était pas l'instigateur, il a soutenu le mouvement, mais c'était pas forcément l'instigateur. Il est considéré par les autorités espagnoles comme l'instigateur du mouvement, et en fait, il fait un peu office de bouc émissaire. Il est enfermé dans le château de Montjuïc, et il est exécuté. Et il y a en fait des répercussions concernant cette exécution un peu partout en Europe, y compris en France. Alors, regardez dans la presse française, là vous avez l'extrait du Semeur. Alors, le Semeur, il faut savoir que c'est un journal plutôt catholique, traditionnaliste, conservateur. Sur la proposition de M. Bouet, qui était le maire de l'époque, le conseil d'arrondissement de Tarbes a voté jeudi une motion de flétrissure aux juges qui ont condamné Ferrer, martyr de la libre pensée, et de l'idéal démocratique. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des points d'interrogation et d'exclamation derrière libre pensée, idéal démocratique. Voilà la grande nouvelle que nous apportent les Pyrénées. Elle est sensationnelle, n'est-ce pas? Et n'admirerez-vous pas avec moi la conduite de M. Bouet, qui flétrit les juges et la volte-face élégante du président du conseil d'arrondissement, qu'il y a 2 ans, au moment où des troubles du Midi, c'est les grandes manifestations des viticulteurs, 1907, demandait que l'on envoyât des canons en Narbonne pour mettre à la raison Féroul et les viticulteurs, et qui aujourd'hui protestent parce qu'on a fusillé Ferrer. Bon, vous avez dans la dépêche un autre ton. La Bourse du Travail se joint au mouvement de protestation en faveur des victimes espagnoles lâchement assassinées. Appelle l'attention du prolétariat sur la façon dont nous serions gouvernés si la horde des moines
et la camarilla militaire arrivait à nous diriger. Envoie son salut fraternel et l'expression de son admiration à tous les héros obscurs qui tombent victimes de leurs idées. Vous, au mépris de tous les citoyens conscients, le gouvernement espagnol pour son attitude jésuitique, plus particulièrement dans l'affaire Ferrer, etc., etc. Donc vous voyez que cette affaire secoue également en France. Bon, voilà quelques images sur Francisco Ferrer, ici conduit donc dans les fosses du château de Montjuic au moment de son exécution. Alors regardez là, vous avez une affiche anarchiste très intéressante où on rappelle son rôle de pédagogue avec ce livre École moderne, et puis Francisco Ferrer, victime des prêtres, 1859-1909. On est en 1909, quand on voit la suite de l'histoire espagnole, 1936-1939, il y a les ferments là, qui sont là avec cette affaire Ferrer. Et ici, bon, une petite affiche concernant l'école que Francisco Ferrer avait fondée donc, au tout début du XXe siècle en Espagne. Bien. J'avance et j'arrive à un autre moment très important de ce tout début du XXe siècle, ce sont les guerres balkaniques. Alors, les guerres balkaniques sont souvent considérées, si vous voulez, comme les prémices de la Première Guerre mondiale. Quelle est la situation ? Alors, la situation est, je dirais, au départ assez simple. Vous avez un empire qui est en pleine déliquescence. Vous savez que le surnom de l'Empire ottoman au XIXe siècle, c'est l'homme malade de l'Europe. Il se trouve que cet empire ottoman craque de toutes parts, et vous avez notamment une volonté d'indépendance d'un certain nombre de peuples qui vivent dans les Balkans. Alors vous le savez, la Grèce a obtenu son indépendance dans les années 1830, mais d'autres veulent maintenant l'obtenir, et la Grèce compte bien les y aider. Donc vous avez, pour aller assez vite, une coalition qui se crée en 1912, où la Grèce, la Bulgarie, la Serbie et, je ne le vois pas ici, voilà, le Monténégro se coalisent pour attaquer l'Empire ottoman. Alors, l'objectif pour ces différents États, c'est d'augmenter leur territoire au détriment de l'Empire ottoman. Et il y a notamment deux territoires qu'ils voudraient bien récupérer, c'est, vous voyez, ce qu'on appelle ici la Thrace, et puis la Macédoine. Alors, la première phase de combat, qui dure à peu près de octobre 1912 à mai 1913, se conclut par une défaite assez claire de l'Empire ottoman et par un traité de Londres. Mais ce sur quoi je voulais insister, avant de vous parler du côté territorial, comment ça se termine pour les uns et les autres, c'est que au moment de ces combats, vous avez, selon les historiens, 180 000 à 200 000 turcophones musulmans qui quittent ces territoires-là, de Macédoine et de Thrace, pour se réfugier à Constantinople notamment, mais aussi en Anatolie ici. D'accord ? Et donc là, il y a un vrai flux de réfugiés liés à une guerre massif qui commence déjà à annoncer ce que nous aurons au XXe siècle. 180 000 personnes. Je vous montrerai une photo tout à l'heure. Première phase de la guerre. Première phase de la guerre, qu'est-ce que ça donne ? Alors, il y a quand même un élément important, c'est que l'Albanie devient indépendante à la suite de cette première phase. Mais par contre, il y a, si vous voulez, entre les alliés, Bulgarie, Serbie, Monténégro, Grèce, un certain nombre de dissensions, sachant qu'il y a un pays qui est un peu gourmand, qui est la Bulgarie, qui voudrait récupérer beaucoup de territoires de Macédoine et de Thrace. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après ce qu'on appelait la première guerre balkanique, qui, je vous l'ai dit, a commencé en octobre 1912 et terminé en mai 1913, il y a une deuxième guerre qui a lieu de juin à juillet 1913, c'est très court, où les Grecs et les Serbes vont s'allier aux Ottomans contre les Bulgares. Vous voyez, renversement en quelques semaines d'alliance. Fin de cette deuxième phase,
sanctionné par le traité de Constantinople de septembre 1913. Qu'est-ce que ça donne? En fait, vous avez la Bulgarie qui augmente à peu près son territoire de 16%. Par contre, vous avez la Grèce, le Monténégro, la Serbie qui ont quasiment leur territoire qui est multiplié par 2. Alors, sur qui ils vont récupérer des territoires? Alors, il y a une partie de l'Albanie qui est récupérée par les Grecs, mais c'est surtout là, vous voyez, la Macédoine. Les Bulgares vont récupérer un peu de Macédoine ici, les Serbes aussi, le Monténégro va venir jusque-là, et puis les Grecs vont s'étendre aussi vers le nord. Ce qui est important aussi, c'est de voir que c'est la première fois que ça arrive. Le traité de Constantinople du 29 septembre 1913 sanctionne le fait que environ 47 000 Grecs chrétiens vivant en Thrace orientale, vous voyez ici, vont devoir, c'est une obligation, se déplacer vers l'ouest. Et en contrepartie, environ 49 000 turcophones musulmans vont devoir, de Thrace occidentale, vont devoir se déplacer vers l'Empire ottoman. C'est le traité qui établit ce qu'on appelle un échange de population. Il faut savoir que, alors ça sera l'année prochaine, dans très longtemps, mais à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a exactement la même chose qui se passe, sauf que ce n'est pas les mêmes proportions. À la fin de la Première Guerre mondiale, on parle de millions de personnes, là, des Grecs et des Turcs qui se déplacent de part et d'autre de ces nouvelles frontières définies donc, à la suite des traités des années 1919-1920. Donc là, il y a déjà aussi les prémices de ces déplacements de population. Sachez que à ce moment-là, il y a une forme, vous savez, de philhellénisme, de solidarité vis-à-vis des Grecs qui se redéveloppe par rapport à ce que je vous avais dit aux années 1830. Vous avez par exemple le doyen du King College à Londres, William Pember Reeves, qui crée une ligue anglo-hellénique pour essayer de récolter des fonds pour venir en aide aux réfugiés grecs. Vous avez aussi, alors c'est intéressant pour la suite, pour le XXe siècle, une fondation qui s'appelle la fondation Carnegie, du nom donc de millionnaire, même milliardaire américain, c'est ce qui a été créé en 1910, qui lance une mission d'enquête, une première mission d'enquête internationale sur les conditions en fait de cette guerre et qui dénonce un certain nombre de massacres de civils, de viols, de destruction de villages et les conditions dans lesquelles vivent les réfugiés qui sont déjà internés et, pour utiliser un terme du XXe siècle, encampés dans des conditions tout à fait insalubres. Ici, vous avez une photo assez classique d'une famille turcophone musulmane qui se replie donc vers l'est. Il y a tout un dossier photographique là, de l'agence Roll qui témoigne de ce reflux, où là on voit, alors c'est classique du début du XXe siècle, hein, on part avec ce que l'on peut. Ici on voit, alors il y a une autre photographie où c'est un monsieur qui est très âgé qui conduit les bœufs, je pense que là il a été coupé, il est devant, mais on voit sur ces photos essentiellement des enfants, des femmes et des vieillards, hein, pour ces réfugiés. Bien, on arrive à la fin, on revient donc à la France avec quelque chose qui concerne notamment Bertillon, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sachez que, toujours dans cette logique de différenciation, catégorisation entre le français et l'étranger, on a donc un certain nombre de revendications par des députés. Alors là, il s'agit des députés de l'Ain et du Rhône, qui demandent donc en 1912 ceci: nous nous permettons de profiter des bonnes dispositions du gouvernement relatives aux lois que l'on va préparer contre les associations de malfaiteurs pour vous signaler une catégorie de brigands jusqu'à présent imparfaitement visés par la loi. Nous voulons parler de ces nomades désignés dans les campagnes sous le nom de bohémiens. Il y a les bohémiens de nationalité étrangère, ou mieux inconnus, et les bohémiens de nationalité française. Les premiers sont les plus dangereux.
Sous le prétexte d'exercer la profession de vannier, se dérobant à tout impôt et à toute surveillance, ils devraient être immédiatement chassés du territoire. Les seconds, dont quelques-uns exercent la profession équivoque de saltimbanque, devraient être placés sous la surveillance des gendarmeries. Bien, alors, il faut savoir que ce contexte, qui est général, est je ne veux pas dire de haine, mais en tout cas de discrimination vis-à-vis des peuples nomades, s'inscrit dans un contexte où les populations nomades ont augmenté, venant d'Espagne et d'Italie, mais aussi venant d'Europe centrale et de l'Est. Et donc les populations que l'on qualifiait à l'époque de tziganes, aujourd'hui on utilise plutôt les termes de Sinti ou Roms, commencent à être déjà catégorisées et puis, vous allez le voir, petit à petit discriminées. De combien de personnes on parle? Des recensements à l'époque ont été faits et on considère qu'il y a une population, on va dire, qui se déplace en France en ce début des années 1910 d'environ 400 000 personnes. Mais si vous voulez, à l'intérieur de ces 400 000 personnes, vous avez des commerçants ambulants, vous avez des forains, vous avez des vagabonds, et puis vous avez les populations nomades qu'on pourrait qualifier de tziganes ou sinti ou roms, qui sont 25 000. 25 000 sur à peu près, à l'époque, donc 37 ou 38 millions d'habitants, mais cela pose donc un problème. Et donc vous avez une loi qui est votée en 1912 et qui établit en fait une catégorie bien particulière. Vous avez en fait les commerçants ambulants qui, eux, doivent se déclarer à la préfecture. Il y a une déclaration en préfecture, identification, quel était leur dernier domicile, qu'est-ce qu'ils font comme type de commerce, etc. Ensuite, vous avez les forains, alors, qui doivent, eux, avoir un carnet d'identité. Ah, oh, on y voit bien comme ça aussi. Un carnet d'identité. Un carnet d'identité où, donc, nom, prénom, année de naissance, quelques informations sur donc les activités. Et puis, c'est le degré suivant, le carnet anthropométrique, pour les populations considérées comme nomades, et en particulier les nomades étrangers. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce que Bertillon a fondé pour les criminels récidivistes. On va utiliser pour les nomades, 1912, avec, comme vous pouvez le voir ici, les empreintes digitales, et donc vous avez même la description de la roulotte dans le carnet, et puis le numéro d'immatriculation, etc. C'est le début de l'encartement des populations. 1912, sachez que cette carte, avec ces différentes identifications, va être ensuite élargie dans le contexte de la Première Guerre mondiale en 1917 à tous les étrangers. Et puis après, progressivement, la carte sera donc à l'ensemble des résidents sur le territoire français. Bien, j'avais juste peut-être, oui, voilà, il me reste 5 minutes, je voulais vous faire part de 2 ou 3 témoignages concernant notamment ce que Laurent Dornel donc, a bien identifié comme une forme de xénophobie qui s'est développée à la fin du XIXe siècle, et en particulier concernant Marseille et les Italiens, dont je vous ai pas mal parlé. Voilà un petit texte, enfin un petit extrait, je ne vais pas trop en dire, mais de quelqu'un qui s'appelle Louis Bertrand, dont il faut savoir que quelques années après ce texte, qu'il a rédigé en 1907 pour la revue des Deux Mondes, il a été élu à l'Académie française. Alors, le texte s'appelle L'Invasion. Alors, il parle de Marseille en particulier. Une autre invasion, pire que celle-là, s'était abattue sur Marseille. Des anarchistes de toute catégorie et de toute nationalité achevaient de démoraliser les masses affolées par la peur de la famine. Dans les rues, sur les quais, où ils débauchaient les manœuvres, dans les cafés et les bars, où ils se répandaient en prédications furibondes, on voyait passer des individus à chevelure hirsute qui parlaient un langage barbare. Siciliens ou catalans, maigres bandits aux prunelles luisantes, enragés de misère et de fanatisme, juifs d'Odessa, en cafetan crasseux, révolutionnaires moscovites aux cils d'albinos, aux longues barbes couleur de chambre.
Les Russes surtout dominaient. Ils apportaient avec la saleté du cosaque, leur entêtement de brute, leur fureur d'iconoclaste, l'intrépidité de leur ignorance et aussi leur soif héroïque du martyr. Plus souple, plus insinuant, toujours réservé et taciturne, quelques Japonais qui se disaient socialistes se mêlaient à ces hordes d'apôtres, mais un observateur avisé, il paraissait dédaigneux de toute propagande. Alors là, on est début du XXe siècle. Alors il y a une historienne qui s'est amusée, parce que la référence quand même aux Japonais, ça a un peu surpris sur Marseille à l'époque. Donc on a recensé, il y en avait au maximum une centaine. Mais ils sont bien présents, vous voyez, dans le texte de Louis Bertrand, décalage toujours entre réalité et une certaine propagande. En miroir, je voulais vous proposer un autre témoignage d'un immigré italien, immigré assez célèbre, qui s'appelle Luigi Campolonghi, qui est un homme de gauche italien qui a vécu selon les expulsions entre France et Italie au début du XXe siècle. C'était quelqu'un de très engagé qui, par exemple, a été expulsé d'Italie pour avoir manifesté contre le régime monarchique. Il s'est installé en France, il a été expulsé parce qu'il a participé à une manifestation de dockers sur le port de Marseille, puis il est revenu en France, et là il s'est installé durablement parce que, comme Mussolini est arrivé au pouvoir dans les années 20, et que lui avait créé la Ligue des droits de l'homme en Italie, il est resté en France jusqu'en 1943. Vous savez qu'en 1943, Mussolini est renversé et il revient en Italie pour finir sa vie. Et il avait auparavant une sévère crise d'hémiplégie en France. Regardez ce qu'il dit. On est en 1910. C'est une lettre à sa fille. Les Français sont des gens bons, mais pleins de superbe. Ils aiment les Italiens un peu comme le riche aime le pauvre. Les enfants ici t'insulteront donc parfois en te traitant de sale italien ou de macaroni. Alors toi, s'ils sont plus jeunes que toi, tu répondras que Garibaldi, en 1870, a combattu pour la France contre la Prusse et que le seul drapeau qui a été pris aux Prussiens dans cette guerre fut enlevé par lui. Si au contraire ils sont plus âgés que toi, tu les frapperas, même si tu risques d'être battu à ton tour. Mais tu ne diras jamais du mal de la France, car on ne dit jamais du mal d'un pays où on habite, et parce que la France, avec tous ses défauts, est toujours une grande nation qui enseigne tant de choses au monde. Ici, il y a la République, et il n'y a pas les prêtres. Voilà, il était socialiste, Luigi Campolonghi. Bon, je pense qu'on va pouvoir en rester là pour aujourd'hui. Je remercie vraiment pour l'ensemble de l'année et ces 6 cours, cette attention et puis la régularité voilà, des personnes qui sont venues. Et puis j'espère normalement c'est prévu, qu'on pourra réembrayer donc pour l'année prochaine avec un calendrier qui est déjà à peu près défini. Vous savez que je suis enseignant en lycée, donc je vais prendre un peu de temps aussi pour venir à l'UTL. Ça sera au mois de janvier 2025, comme cette année, ça commencera en janvier, avec 5 cours prévus, grosso modo 1 par mois. Voilà. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.